sont pas en odeur de sainteté avec plusieurs pays africains à l'instar du Mali ou encore de la République démocratique du Congo où on a pu constater des demandes formelles de retrait sur leur territoire sont donc en voie d'être une histoire ancienne sur le territoire africain. C'est en tout cas ce qu'on peut tenter d'analyser à travers les propos de Moussa Faki Mahamat, qui, lors de la 7e réunion conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine, a déclaré que les actions des casques bleus sur le territoire africain étaient complètement dénuées de la réalité que vivent les peuples africains sur leur territoire, mais également que leurs actions étaient obsolètes au vu des défis sécuritaires et des aspirations des peuples sur le territoire africain. Par ailleurs, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a tenu à demander un appui financier des troupes de l'Union africaine aux Nations Unies. Alors, c'est une forme de troc. Nous pouvons analyser peut-être cela ainsi. Vous partez de notre territoire et vous financez nos troupes militaires à nous sur le territoire africain. Nous en parlerons avec notre invité Ali Hachimou Saïd qui est avec nous, porte-parole ou alors représentant, disons-le ainsi, du CEDISCOM avec nous sur ce plateau, mais également il est secrétaire général de l'ONS. Merci à vous d'être avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Begoudé, je vous remercie de m'avoir invité ce soir. Je suis effectivement chargé de communication du CEDISCOM, collectif de défense de l'intégrité du territoire et de la souveraineté des Comores, et je suis effectivement secrétaire général de l'organisation néo-panafricaniste de souveraineté. C'est un plaisir de vous avoir dans le cadre de ce programme dont on démarre les échanges juste après cette transition. Merci à tous de nous regarder sur nos plateformes For You Media Africa, Facebook et YouTube, mais également de nous recevoir à travers la radio panafricaine, For You Radio, 96.3 FM pour ceux qui sont au Cameroun, à Douala et ses environs. Nous rappelons également que vous pouvez nous suivre à travers l'application téléchargeable sur Play Store ou encore l'App Store For You Media Africa pour nous recevoir partout dans le monde. Monsieur Ali Hachimou Saïd, plaisir de partager ce plateau avec vous. Nous parlons d'abord en entrée de ce communiqué, de cette communication des Nations Unies sur le territoire burkinabé. Ceci assimile les terroristes au gouvernement burkinabé dans un communiqué. D'ailleurs, des propos qui ont fortement déplu aux autorités burkinabées. On rappelle que cette communication date du 29 novembre dernier et que les attaques de Dibo avaient causé d'ailleurs plusieurs morts. Il y a donc pratiquement une quarantaine et selon les propos du ministre en charge de la justice, il s'agissait au départ d'un bilan donné par les Nations Unies avant même que les autorités n'aient pu se prononcer. Je cite: au moment où l'attaque de Dibo a été ripostée vaillamment et pendant que le gouvernement n'a pas encore communiqué officiellement sur ces événements, que nous avons constaté un communiqué de quelqu'un qui se trouve loin du pays et qui fait un bilan important. Ces propos sont du ministre en charge de la justice du côté du Burkina Faso, Hachimou Ali Saïd. Comprenez-vous cet acharnement à nouveau des organisations qui militeraient pour les droits de l'homme sur le territoire africain, avec des bilans le plus souvent biaisés? Vous l'avez dit vous-même, donc on fait le constat pardon, tous les deux. Il n'y a rien de nouveau, hein, c'est-à-dire que les réactions sont les mêmes lorsqu'il s'agit de bilans issus
d'un acte souverain effectué par un État souverain qui est le Burkina Faso. C'est parce que le Burkina Faso s'est préoccupé de la sécurité de son pays. C'est parce que le Burkina Faso fait partie de l'AES, on en parlera plus tard. C'est parce que ces trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont décidé de se préoccuper de leur propre sécurité sans faire appel forcément au système des Nations Unies ou aux organisations internationales établies et souvent donc interviennent en Afrique. Et que, voilà, ça gêne. Voilà. Donc, il n'y a pas de surprise. Et ce communiqué, bien évidemment, est scandaleux. Hein. Donc, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, c'est scandaleux de constater que, bon, voilà, que l'ONU, et je le rappelle, et je voudrais, si vous me le permettez, un peu plus tard, essayer de cadrer les choses pour que nos spectateurs ou téléspectateurs ou auditeurs de Forum Média Radio puissent comprendre en fait les missions de ces institutions. C'est-à-dire que l'ONU, quelle est sa vocation, hein, d'abord, quand est-ce qu'elle a été créée et quelle est sa vocation, qu'est-ce qu'elle est censée faire en Afrique ou dans le monde, hein, puisque c'est une organisation internationale, et puis l'UIA, quand est-ce qu'elle est née et qu'est-ce qu'elle est censée faire. Est-ce que ces institutions-là ne vont pas au-delà de leur mission, hein, qui sont établies au préalable? Voilà, c'est une question qu'on peut soulever là maintenant. Et pourquoi le Burkinabé aujourd'hui ne peut pas de façon souveraine assurer sa sécurité sans qu'elle soit accusée et être considérée comme terroriste alors que c'est son armée qui défend sa population. Mais c'est incroyable, on ne peut pas comprendre ce genre de choses. Hein. Donc heureusement, on a le ministre monsieur le ministre Edaso Rodrigue Bayala qui a réagi tout de suite avec ce que vous venez de citer. C'est inadmissible. Voilà, le Burkina Faso est un État souverain. Il a son pôle juridique pour juger, par exemple, les personnes accusées d'actes terroristes. Il n'y a pas lieu, par exemple, d'évoquer les droits de l'homme, etc. S'il n'y avait pas d'entité juridique, d'institution juridique, et si c'était le chaos général, etc., on pourrait comprendre qu'il y a nécessité, il y a matière vraiment à faire intervenir les Nations Unies. Mais là, il y a une véritable volonté de ces pays-là qui ont envie de en découdre complètement du terrorisme sur leur territoire dans le Sahel, puisque de toute façon, on le sait très bien, Barkhane n'a pas réussi. C'est parce qu'il y avait d'autres intentions, bien sûr. Nous n'allons pas développer là parce que le sujet est assez précis ce soir. Merci. Merci à vous, Ali Saïd Hachimo. Eh bien, cette réaction des Nations Unies sur le territoire burkinabé n'est donc pas la première, mais elle donne également à s'interroger sur le fait que sous d'autres cieux, ces mêmes réactions ne sont pas toujours au rendez-vous. Parlons ne serait-ce que de ce qui est un peu plus sous votre botte, par exemple, la situation à Mayotte, la situation en France avec ce 101e département aujourd'hui considéré comme une partie de la France où il y a un seuil de pauvreté d'ailleurs très élevé, certainement des violations des droits de l'homme également de ce côté, mais il n'y a jamais eu de rapport aussi scandaleux par rapport à la situation de ce côté-là. Alors, du côté de Mayotte, merci de me lancer la perche. Nous avons eu l'occasion de traiter cette question ici. Nous savons qu'il y a beaucoup à dire sur Mayotte. Mayotte, c'est un territoire comorien. Donc, la France a réussi à faire véhiculer donc ces éléments de langage avec l'imposition des départements, avec comment dirais-je, oui, la dénomination des départements de façon illégale, parce que issu de référendum qui lui-même est illégal, et il y a eu plusieurs référendums illégaux sur le territoire comorien de Mayotte, et à l'issue de ces référendums illégaux, elle a réussi à manipuler la population et quelques ONG qu'elle a elle-même mis en place,
et a fait apparaître donc des élus mahorais pour leur donner des postes ici à Paris, etc. Et on fera l'historique, si vous voulez, de Mayotte lors d'une autre émission. Mais ce que je voulais dire par là, pour aller au fond de votre question, à Mayotte, les ONG, les organisations de défense des droits de l'homme, même le Secours populaire, même la Croix-Rouge, avant, pouvaient réagir, pouvaient mettre en place des actions juridiques contre justement des irrégularités, des actes illégaux que l'État colonialiste français met en place sur Mayotte en entendant en disant toujours que c'est un territoire français parce qu'il y a eu des référendums, donc alors que alors c'est pas la réalité. Donc les ONG n'ont pas le pouvoir qu'elles avaient donc il y a quelques années en arrière. Par exemple, je me souviens en 2016, lorsque les Mahorais étaient forcés de quitter donc leur maison, les Comoriens de Mayotte, pardon, étaient forcés de quitter leur maison, les maisons brûlées, des familles, des femmes et des enfants, des vieilles personnes mis dehors de force et qui étaient contraints de dormir dehors. Et nous avions mis en place une association ici, un collectif, pardon, pour venir en aide les enfants en couche, en lait, etc. À ce moment-là, effectivement, il y avait une force très vive au niveau des ONG et des organisations des droits de l'homme sur place et pouvaient agir juridiquement et pour lutter contre ces injustices qui, je rappelle, Mayotte, c'est un fait colonial, c'est un territoire qui est occupé par la France. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu ce qui se passe à Mayotte, c'est toujours dans la même logique d'occuper des territoires parce qu'il y a des richesses qui sont sur place, il y a du gaz, il y a du pétrole, que la France pourra exploiter un peu plus tard, un petit comme sur le continent africain. Lorsque la France veut maintenir et qui est contrainte de partir du continent africain maintenant, ses bases militaires maintenant en Côte d'Ivoire et au Sénégal, parce que là ça va pas tarder aussi, et au Tchad, et c'est parce que il y a des matières premières, il y a du pétrole au Sénégal, comme il y a aussi du pétrole aux Comores, il y a de l'uranium au Niger, il y a de l'or au Mali. Donc la France est chassée sur ces territoires, mais la France ne veut pas quitter pour autant le Sénégal, ne veut pas quitter la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a encore ses intérêts, alors même qu'elle peut continuer à faire des affaires en respectant la souveraineté des États africains. C'est incroyable encore au XXIe siècle que la France continue sa politique impérialiste dans le monde, alors que l'Angleterre, qui était premier empire colonial à l'époque, a signé un pacte avec ses anciennes colonies et fait du business avec ces pays-là, sans s'ingérer politiquement, sans mener des actes illégaux au niveau du droit international, etc. Voilà. Donc j'espère que j'ai pas été très long sur ce qui s'est passé effectivement malheureusement à Djigo. Donc c'est inadmissible. C'est encore la continuité. Alors ce qui se passe, c'est que le Mali a réussi et continue quand même à encore accroître sa sécurité, a réussi à récupérer Kidal, mais il faut savoir que bon, l'AES a quand même un travail assez important, assez maintenant, de faire en sorte que les territoires comme Kidal récupérés soient maintenus, hein, et que les djihadistes, voilà, j'allais dire encore djihadistes, et que ces mercenaires qui sont envoyés, encore une fois, on le sait, par des officines étrangères, des pays occidentaux à l'extérieur. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites, on sait très bien, qui financent ces mercenaires ou dits terroristes qui viennent de la Libye. On sait tout ça. Voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que sinon je vais encore m'étaler sur d'autres sujets alors qu'il faut bien centrer sur le Burkina Faso et puis après parler de l'ONU et puis de sa volonté de vouloir maintenir encore le paradigme de l'aide et puis à instrumentaliser l'Union africaine.
Merci Monsieur Ali Hashimo Saïd pour cette lecture par rapport à ce bilan jugé biaisé par les autorités du Burkina Faso qui ont estimé que l'ONU n'avait pas le droit d'apporter un bilan et un rapport avant la communication des autorités du pays, avant une communication officielle, mais plus encore assimiler des terroristes aux membres du gouvernement et même à l'armée qui tente sur le territoire burkinabé de lutter contre le terrorisme. Eh bien, c'était un fait à regretter, à rejeter et à décrier par le gouvernement. Parlons donc de ce sujet principal. Je rappelle que de toutes les façons, ce sont deux sujets, comme je le disais, étroitement ou alors incestueusement liés tous les deux, puisque nous parlons toujours des Nations Unies sur le territoire africain. Eh bien, les casques bleus aujourd'hui, Ali Hashimo Saïd, sont en train de quitter le territoire africain, du moins dans certains pays. On peut citer le Mali ou encore la République démocratique du Congo, où d'ici quelques jours, on aura certainement les premiers départs. Et au moment où ces départs sont demandés dans ces pays-là, l'Union africaine traite aujourd'hui d'obsolète les missions des casques bleus sur le territoire. Alors peut-être dans cette déclaration, on peut voir en M. Moussa Faki Mahamat, puisqu'il a parlé au nom de l'Union africaine en tant que président de la Commission, un besoin de retirer la sous-traitance de la sécurité de l'Afrique. Est-ce que c'est comme ça que vous lisez cette réaction? On peut le lire comme ça, c'est ça, hein. C'est ça, mais il y a plusieurs lectures évidemment sur cette réaction. Et d'ailleurs, c'est une réaction, on va dire positive quand on connaît le statut vraiment, enfin le statut. On sait comment fonctionne l'Union africaine, qui continue encore à être financée par les institutions internationales, l'Union européenne, bon, et d'autres organisations, d'autres financeurs donc occidentaux. Et donc on peut considérer que cette réaction de Moussa Faki est plutôt positive de façon générale, on va dire. Mais si vous me permettez, ça serait quand même intéressant, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, et de rappeler un petit peu à nos auditeurs qu'est-ce que c'est l'ONU et quelle est sa vocation. Mais je ne vais pas être long, hein, de façon vraiment succincte, pour essayer de montrer si vraiment ces organisations, l'Union africaine et l'ONU, respectent vraiment leurs engagements, c'est-à-dire leur vocation, c'est-à-dire leur mission, hein, où il y a des dérives, où il y a des abus, etc. Donc, je voulais rappeler que l'Union africaine, par exemple, a été établie le 26 mai 2001 à Addis Abeba, en Éthiopie, et lancée officiellement le 9 juillet 2002 à Durban. Hein. Donc, c'est l'Union africaine, c'est l'ancienne OUA, Organisation de l'Unité africaine, créée en 1963. Et sa vocation de l'Union africaine, avant donc l'OUA, c'était de promouvoir l'unité et la solidarité entre les pays africains, d'accélérer le processus d'intégration sur le continent, afin de permettre à l'Afrique de jouer son rôle dans l'économie mondiale et de répondre aux défis sociaux, économiques et politiques auxquels le continent est confronté. Donc l'Union africaine œuvre également pour la promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité, le respect des droits de l'homme et le développement durable en Afrique. Voilà. Donc lorsqu'on lit donc ça, parce que ça ce sont des données officielles hein, qu'on retrouve dans tous les documents officiels internationaux, on se dit mais on est vraiment loin du compte. Hein. Bon, mais je voudrais quand même continuer aussi pour montrer à nos auditeurs quelle est la vocation de l'ONU maintenant, hein, de l'ONU. Alors, l'Organisation des Nations Unies a été créée après la Seconde Guerre mondiale avec l'intention de prévenir de futurs conflits et de promouvoir la paix internationale. La Charte des Nations Unies, qui est le traité fondateur de l'organisation, a été signée le 26 juin 1945 à San Francisco, à la conclusion de la conférence des Nations Unies sur l'organisation internationale et est entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Cette date est maintenant célébrée chaque année comme la journée des Nations Unies. Alors, quelle est la mission en fait de l'ONU?
hein, pour être clair. La mission principale de l'ONU est de maintenir la paix et la sécurité internationale, de développer des relations amicales entre les nations, de réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, culturel et humanitaire, de promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous. Elle s'efforce également de fournir un forum pour que ces États membres puissent exprimer leurs opinions et résoudre leurs différends par le dialogue et d'autres moyens pacifiques. Voilà. Donc, il me semblait, Madame Begoudé, qu'il était quand même très important de passer par ça pour que le téléspectateur comprenne, en fait, quelles sont les missions de ces organisations. Et après, quand on examine, pour venir à votre question, on examine ce qui se fait, on est loin du compte. Alors, voilà, il y a bien sûr des missions qui respectent la charte, censées respecter la charte des Nations Unies, des missions censées respecter les dispositions légales donc de l'Union africaine. Tout ça se fait en fait de façon plus ou moins légale, bien sûr, en respectant tous ces textes. Mais ce qui se pose problème, en fait, c'est l'instrumentalisation de ces organisations internationales par les mêmes pays occidentaux qui les ont créés, qui les ont mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, s'agissant donc de l'ONU. C'est-à-dire sauvegarder les intérêts des Occidentaux, de la France, de l'Europe, etc. On utilise un exemple concret pour ne pas rester dans la théorie. Un exemple concret, donc une mission peut être envoyée par les Nations Unies. Là-dedans, vous pouvez avoir des casques bleus français ou européens, etc. Mais au lieu que la France ou les pays européens assurent la mission pour laquelle il est envoyé donc dans cette partie d'Afrique, eh ben, elle va plutôt utiliser cette disposition internationale pour sauvegarder ses pays et ses intérêts. Hein. C'est ce que la France fait et a toujours fait sur le territoire africain. C'est ce que la France a fait au Mali, c'est ce que la France a fait dans plusieurs pays africains, sauvegarde d'abord ses propres intérêts. Alors quelque part, on va dire, oh non, mais on ne peut pas reprocher. La France respecte, la France défend ses intérêts, etc. Oui, mais c'était pas la mission principale. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu à votre question, mais ce que je vais dire, c'est qu'il y a plusieurs questions, si vous voulez, sur ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, M. Moussa Faki a dit, c'est-à-dire il y a la question du fait qu'on peut penser qu'il y a une recherche d'une indépendance, ou plutôt c'est-à-dire l'Union africaine a plutôt envie de reprendre sa vocation, qu'essaie de prendre des décisions par elle-même et s'auto-gérer et s'auto-financer. Mais dans la réalité, c'est pas ce qui apparaît, puisque M. Moussa Faki demande lui-même à ce qu'elle soit financée et que l'UA soit financé sur les opérations qui vont être menées donc sur le territoire africain. On ne peut pas demander à l'ONU, je pense que vous l'aviez dit dans votre introduction, on ne peut pas demander aujourd'hui à l'ONU de financer des opérations de paix sur le continent africain et puis demander à ce qu'il n'y ait plus de mission. Donc il y a un réel paradoxe à ce niveau-là. Et donc ça va soulever encore d'autres questions sur justement l'instrumentalisation de l'ONU, sur les incongruités et les paradoxes qui existent entre justement les demandes de mission de paix et puis la recherche de souveraineté. Ça ne peut pas aller ensemble, c'est pas possible. Soit, en tant que panafricaniste, les États se réveillent et que l'organisation panafricaniste, je précise, l'Union africaine, c'est une organisation panafricaniste qui a été conduite par les plus grands, les Nyerere, les grands panafricanistes de l'époque, qui ont essayé donc de faire en sorte que cette organisation, comme je viens de le dire, puisse sauvegarder et défendre les intérêts des Africains, mais malheureusement, on en est loin. On en est loin parce que voilà,
voilà, l'Union africaine n'arrive pas à gérer les conflits de l'Afrique. Elle est tout le temps en perpétuelle sous-traitance. Mais est-ce que cette décision, cette déclaration, M. Ali Hashimou Saïd, merci déjà pour l'historicité de tout à l'heure. C'est vrai qu'on a l'habitude justement de revenir sur ces différentes missions autant des Nations Unies que celles de l'Union africaine. Mais dit-on souvent la répétition est la mère de la science. Alors, avec cette déclaration de Moussa Faki Mahamat concernant ces missions onusiennes qui pourraient déguerpir du territoire et laisser la place totale aux troupes militaires de l'Union africaine, vous avez dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'une déclaration qui tend vers l'indépendance, mais maintenant, lorsqu'on lit cette décision ou alors cette déclaration, l'appui financier demandé, on peut quand même s'interroger. Bon, je prends un exemple simple. Par exemple, dans certains pays comme l'Algérie, l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola ou encore le Maroc, on s'est amusé à recenser les budgets qui ont été alloués pour la défense dans ces différents pays dans les années 2015, en tout cas à partir des années 2010, on a en Algérie pratiquement 15 milliards 700 millions, ou encore en Égypte c'est 7 milliards 300 000 millions, ou encore 6 milliards 600 000 millions, voilà des budgets comme cela. Est-ce qu'on peut aujourd'hui comprendre, Ali Hashimou Saïd, que des pays tous entiers qui sont regroupés dans l'Union africaine ne peuvent pas financer la sécurité, c'est-à-dire les actions des troupes militaires ou encore autre chose sur le territoire africain? Il faut forcément un financement qui viendrait des Nations Unies alors que celle-ci finance déjà l'Union africaine. On ne peut pas comprendre ça. Vous avez répondu par vous-même, c'est-à-dire, encore une fois, on ne peut pas demander à ce que les pays africains aillent vers l'indépendance et la souveraineté, et on ne peut pas vouloir justement avoir pesé sur l'échiquier international en tant qu'organisation panafricaniste qui représente quand même 54-55 pays, et dépendre encore de financement extérieur. C'est pas possible, ça a été dit par les analystes, c'est plus possible. Par les analystes africains, panafricanistes, des experts en économie, etc. Je suis pas économiste, donc là vous sortez des chiffres, mais on peut en sortir d'autres. Personnellement, j'aime pas trop les chiffres, mais c'est très clair, c'est concret. C'est-à-dire que aujourd'hui, parce que l'Occident a réussi à imposer un paradigme qui est celui de l'aide, c'est-à-dire de la Banque mondiale, du FMI, des prêts toxiques, moi je vais les appeler comme ça, avec des taux d'intérêt exorbitants, importants, et alors même que la notion de richesse, et ça encore, ce sont les économistes, les experts économistes qui le disent, nous on en a plein, on a par exemple Nicolas Gbou, il y en a d'autres qui ont analysé ces phénomènes de financement, etc. C'est-à-dire que la richesse d'un pays, c'est ce que le pays produit. Et c'est aussi les ressources. C'est ça qui détermine la richesse. C'est pas les papiers. C'est pas des bouts de papier qu'on va imprimer. Donc, pour répondre à votre question, Madame Begoudé, l'Afrique, les pays africains ont la richesse, ont les richesses, ont la possibilité de pouvoir s'auto-gérer, de s'auto-financer, parce que il y a des matières premières, il y a de l'or, il y a des diamants, il y a etc. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui une telle organisation comme l'Union africaine, avec des personnalités respectueuses, certains sont des experts en économie, etc., ne puissent pas réfléchir sur comment financer l'Union africaine. C'est pas possible, ça me paraît incroyable. Je vous ai fait un historique de la naissance de l'Union africaine. Depuis ce temps-là, jusqu'à maintenant, on ne peut pas réfléchir et sortir justement de cette servitude volontaire mentale, parce que c'est ça qui se pose problème. Comment ne pas maintenant se dire, et en plus, là, on est dans une direction de ce qu'on appelle, parce que justement les BRICS,
sont nés depuis un moment, mais on va considérer que depuis le mois d'août, on est rentré dans un nouveau monde. C'est-à-dire que les États peuvent nier, tisser des relations avec quand je parle des États, parce qu'il n'y a rien de nouveau là, ça me paraît évident ce que je dis là. Je parle des États qui étaient anciennement colonisés par la France ou par d'autres formes d'impérialisme, peuvent nouer des relations sur la sauvegarde de la sécurité ou faire des relations économiques avec d'autres pays sans pour autant rester dans l'ancien paradigme du prêt, du FMI, de la Banque mondiale. C'est-à-dire, les BRIC ont mis en place ce système de monde multipolaire où on assiste à une baisse, on va assister quasiment, pas à la mort, mais à une baisse de la valeur du dollar, à une baisse de tout ce qui nous a été imposé de l'euro, bien sûr, et tout ce qui nous a été imposé comme paradigme sur le plan de ce que c'est la notion de richesse. Hein? La richesse, c'est d'abord ce que vous avez chez vous. C'est ce que vous produisez chez vous, dans le travail, et ce que vous avez dans le sous-sol. Et l'Afrique, tout le monde le sait, tout le monde le dit, les experts le disent, l'Afrique, c'est l'avenir de demain. C'est une richesse qui n'est encore pas exploitée à 100%. Donc, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le monde s'intéresse à l'Afrique. Et pourquoi aujourd'hui, M. Moussa Faki et d'autres responsables de cette institution africaine, l'Union africaine, ne peuvent pas, alors qu'ils voient bien ce qui se passe dans le monde, ne peuvent pas réaliser, se dire, voilà, c'est terminé, là maintenant, il faut qu'on pense différemment. Hein? Il faut qu'on pense différemment. Ça ne sert à rien d'aller encore tendre la main pour demander des financements à l'extérieur, alors que nous sommes 54 pays. Alors certains ont la possibilité de pouvoir exploiter donc les richesses qui sont certaines en sous-sol, mais mener une politique de transfert de technologie par certains pays qui ne sont pas des pays occidentaux. Il y a la Russie, il y a la Chine, qui est quasiment première économie mondiale aujourd'hui et qui a beaucoup de ressources en matière d'industrialisation, etc. Et développer l'Afrique. Donc moi, je ne peux pas comprendre qu'on en soit encore là à se demander mais comment ou à voir encore nos responsables politiques internationaux comme monsieur respectueux. C'est pas la personne qu'on dénigre ou qu'on juge ici, c'est la fonction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on en sorte là. C'est plus possible. L'Afrique a les moyens de s'autofinancer. Alors, j'espère que l'AES va être un exemple, en tout cas, en matière de sécurité, parce qu'il y a déjà le plan de la monnaie qui est sur la table, le plan de la sécurité déjà mis sur la table. Je parle là de l'AES, et que bon, bien évidemment, la France et certaines officines occultes occidentales essayent de capoter. Voilà, encore une fois, c'est toujours pareil. Mais c'est à nous, Africains, Madame Begoudé, de nous prendre conscience que les Occidentaux, ils n'arrêteront pas, parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien chez eux. Ils n'ont pas de ressources. Donc, ils vont toujours faire le forcing pour essayer de capoter les projets africains. Donc, c'est à nous d'aller au-delà. Et je trouve vraiment ça dommage qu'on soit encore obligé de tendre les mains. Mais c'est pas possible. D'accord, monsieur Ali. Oui. Voilà. Voilà. Non, c'est bon. D'accord, monsieur Hachimo. Ali Saïd, alors selon les recherches que nous avons pu mener, l'Afrique abrite 12% des réserves mondiales de pétrole, 60% des minerais de manganèse, 19% de l'uranium mondial, 42,6% de la bauxite, 52% des diamants du monde se trouvent en Afrique, 42% des gisements d'or également se retrouvent en Afrique. Alors, vous disiez tout à l'heure ne pas comprendre comment on se retrouve en train de tendre la main, mais alors après votre analyse, on a l'impression qu'il s'agit beaucoup plus d'un aspect décisionnel qui pourrait poser problème. Alors si Moussa Faki Mahamat, qui parle au nom de l'Union africaine en tant que président de la Commission, commence par un discours comme celui de critiquer ouvertement les missions onusiennes et les casques bleus depuis plus d'une trentaine d'années sur le territoire africain, eh bien peut-être qu'on pourrait également penser, je ne
sais pas si c'est l'avis que vous avez également, que l'Union africaine pourrait aller à la recherche de nouveaux partenaires stratégiques en tant qu'organisation africaine, ou alors penser à sa refondation totale, mais également se rattacher à des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso en ce qui concerne l'Alliance des États du Sahel. Et bien sûr, Madame Begoudé, bien sûr. Et normalement, la vocation de l'ONU, je l'ai dit, je ne vais pas le répéter, je l'ai dit, je l'ai lu tout à l'heure en montrant à nos auditeurs sa véritable mission. Comment alors je ne vais pas dire petite, comment une nouvelle organisation, l'Alliance des États du Sahel, AES, aujourd'hui pourrait, ça me paraît un peu, comment dirais-je, étonnant qu'une toute nouvelle organisation issue de gouvernement de transition puisse donner carrément de leçons de fonctionnement à une grande organisation respectueuse et qui a toute son histoire, hein, depuis sa création, comme l'Union africaine. Ça me paraît vraiment incroyable. Voilà, incroyable. Bien sûr. Mais bien sûr, c'est la meilleure voie à suivre. C'est-à-dire aujourd'hui, M. Moussa Faki, avec son président, donc Azali Assoumani, pourrait à un moment donné se rendre compte, se dire, bon voilà, si nous voulons notre indépendance, si nous voulons que les casques bleus partent de d'Afrique, est-ce que nous voulons assumer notre propre sécurité, eh bien, on pourrait suivre l'exemple du Mali, du Burkina Faso et du Niger, et puis voir peut-être aussi d'autres organisations régionales pour essayer de voir, voilà, pour essayer de développer cette dynamique de souveraineté des États africains. Et voilà, quoi de plus simple, enfin, après c'est simple de dire les choses comme ça, mais je réponds à votre question. Bien sûr, c'est ça qui... alors pourquoi ça se fait pas? C'est la question à se poser. Oui. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que, modestement, je vais essayer d'apporter une réponse. Mais peut-être vous en avez d'autres aussi à apporter. C'est parce que le paradigme de celui qui demande, le paradigme du marché, du capitalisme est trop fort. C'est-à-dire que on est dans... de ce qui a été imposé par la culture capitaliste et qui est liée au néocolonialisme aussi, au colonialisme, pardon, qui est celui, bon, voilà, de l'accumulation de biens et de richesses, et puis le système de prêts, etc. Voilà, c'est ce qui a été imposé, et c'est ce que les BRICS essaient de casser, justement. Voilà. Et donc nos autorités internationales, nos autorités de l'Union africaine en sont encore là. Et nos associations, modestes associations, donc ces DISCOM, organisations panafricaines de souveraineté, etc., on réfléchit, on regarde ce qui se passe dans le monde, et eux, ils ne sont pas capables de voir que le monde change. Ça me paraît incroyable. Et de penser différemment, penser développement différemment, penser développement de l'Afrique différemment, penser financement, autofinancement différemment, ou penser prêt bancaire ou prêt international de façon différente. Alors justement, les BRICS ont une banque d'ailleurs, hein, ont une banque, et là c'est pareil, c'est pensé différemment, c'est pas pensé comme dans le paradigme du capitalisme international qui nous a été imposé depuis des années et qui a commencé depuis un moment. Donc je sais pas si je suis allé dans votre sens, mais là c'est pareil, c'est-à-dire qu'on peut pas demander, encore une fois, à ce qu'il n'y ait plus de mission de l'ONU, de casque bleu, qu'il n'y ait pas d'ingérence dans les pays africains, et tendre la main aux Nations Unies. Les Nations Unies. Mais est-ce que ça a un sens, M. Hachimo, puisque l'Union africaine déjà ne s'autofinance pas, justement? Alors comment parler d'une autosécurisation du territoire africain? Est-ce que l'Union africaine est-elle prête à aller vers des partenaires stratégiques? On peut citer la Russie, je crois que vous l'avez fait tout à l'heure, la Chine encore plus pour ce qui est peut-être des matériels de défense et tout ce qui va avec en termes de science et d'avancement. Est-ce que vous percevez à travers cette déclaration de Moussa Faki Mahamat un besoin d'aller vers du renouveau? Ou alors, vous pensez qu'il s'agit d'une déclaration, bon, on va peut-être pas dire politique, mais d'une déclaration coquille vide?
Ouais, je pense que malheureusement, c'est ce que vous venez de dire à la fin. C'est-à-dire que la réaction, elle est, pardonnez-moi de le qualifier comme ça, elle est paradoxale, encore une fois. On va encore tourner en rond. C'est-à-dire, si c'était réellement une volonté d'indépendance, de souveraineté, etc., ben, il n'aurait pas tout simplement pas demandé un financement à l'ONU. Voilà. Donc, mais c'est se retourner vers d'autres partenaires qui ne s'ingèrent pas dans les affaires africaines, etc. Forcément. Je parle des affaires politiques. Voilà. Donc, ça me semble logique. Alors, excusez-moi, j'ai oublié votre question. Donc, oui, est-ce que l'Union africaine est-elle prête à se rapprocher de partenaires? Oui. Alors, bien sûr, mais bien sûr qu'elle est prête. Et le problème qu'il y a aussi, que j'avais oublié de soulever, c'est que il faudrait aussi que nous, Africains, nous arrêtions de nous sous-estimer. Mais attendez, les connaissances mathématiques, les connaissances en matière économique, les connaissances viennent bien d'Afrique, viennent d'Égypte antique. Hein? Cheikh Anta Diop a développé dans ses ouvrages les connaissances mathématiques, physiques, etc. La connaissance, elle arrive d'Afrique. Hein? Donc, comment aujourd'hui, même si on sait que nous avons quand même subi l'esclavage, notre population a été décimée, etc. Très bien. Mais aujourd'hui, on a des penseurs africains. On a des penseurs économistes africains. On a des experts en tout genre, en informatique, en industrie, grosse industrie, etc. capables aujourd'hui de s'asseoir autour d'une table et penser à un développement vraiment de l'Afrique. Il y en a. Hein. Donc, on ne peut pas à chaque fois. Bon, maintenant, effectivement, chaque État est libre de nouer un partenariat sur... ça se fait, hein, de toute façon, on n'attendait pas que Ali Saïd vienne le dire. Il y a une grande partie de l'Afrique qui a signé des contrats avec la Chine. Et aujourd'hui, on sait très bien que le premier constructeur des infrastructures en Afrique, c'est les Chinois, hein, c'est la Chine. D'accord, on le sait très bien. Mais ce qui est important dans cette... si on veut rentrer dans le vif du sujet, dans le fond des choses, ce qui est important, c'est le transfert de technologie. Hein. Aujourd'hui, c'est le transfert de technologie. C'est-à-dire que même si, je viens de le dire, on est capable de penser par nous-mêmes et développer des systèmes de financement et de développement par nous-mêmes, la Chine est bien loin en avance. Les autres pays sont l'Inde, par exemple, etc. La Russie sont des pays, de grands pays développés qui sont bien en avance. Donc nous, si on veut, entre guillemets, rattraper notre retard, donc on peut effectivement demander à ce que nos pays soient développés, poursuivre dans la signature de contrats de construction d'infrastructures en Afrique à travers la Chine ou peut-être la Russie demain par rapport au projet de construction de centrales nucléaires au Burkina Faso, ou au Mali, je crois, ou au Burkina Faso, les deux, dans le Sahel, quoi, à l'AES. Et on peut poursuivre dans ce sens-là, mais aussi tout en demandant le transfert de technologie. Cela n'a pas été fait par les contrats qui ont été signés avec la France et d'autres pays européens, parce qu'on sait très bien que eux, c'est pas dans leur intérêt à ce que les connaissances qu'ils ont développées grâce à la connaissance justement africaine, mathématique, etc. d'Afrique, et qui leur a servi à se développer, grâce au fait aussi qu'ils ont bien pillé l'Afrique et qu'ils ont exploité donc les ressources humaines aussi à travers l'esclavage, eh bien, c'était pas dans leur intérêt de faire en sorte que les connaissances technologiques et scientifiques qu'ils ont pu développer pour développer leur pays puissent les transférer en Afrique. Et que l'Afrique se développe et devienne beaucoup plus puissante et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui c'est la Chine qui est numéro un qui est numéro un dans la construction des infrastructures en Afrique et que la France zéro. D'ailleurs, quand la France quitte l'Afrique, et ça on a beaucoup d'exemples, détruit tout, hein, tout ce qu'elle a construit, détruit ce qu'elle peut, elle emporte ce qu'elle peut et puis détruit tout le reste. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long sur cette analyse. Oui, on peut réfléchir à un mode de financement propre à l'Afrique, on l'a dit. Oui,
il est possible de penser par nous-mêmes à développer notre pays, notre continent, pardon. Maintenant, si on veut effectivement aller plus vite, il y a des connaissances, il y a des transferts de technologie qui peuvent se faire par le biais de la Russie, le biais des BRICS, tout simplement, par la Chine, par la Russie et par l'Afrique du Sud, qui est un pays développé, c'est un pays africain qui est développé, par les pays francophones qui sont économiquement développés un peu en avance, hein, comme l'Afrique du Sud, je l'ai dit, et puis l'Angola, hein, on oublie souvent l'Angola, qui est un pays quand même qui est stable politiquement, économiquement et sur le plan de la sécurité. Il faut vraiment aller là-bas pour voir. Enfin, moi, je suis pas allé là-bas, mais j'ai écouté des amis qui sont allés en Angola, mais c'est extraordinaire. Quand vous êtes là-bas, vous avez l'impression d'être en Europe ou ailleurs. Non pas que c'est l'image qu'on veut avoir en Afrique, parce qu'on peut très bien garder nos paysages, nos traditions et nous développer par nous-mêmes. Le développement, c'est pas forcément avoir des gratte-ciel, etc. à l'européenne. Hein. Donc, on peut très bien penser selon le paysage, selon la nature donnée donc à notre chère Afrique pour développer notre continent. Ali Hashimo Saïd, peut-on penser peut-on penser ou alors parler de renoncer à la sous-traitance sur le plan sécuritaire, penser à une refonte des Nations Unies sans penser à une refonte également de l'Union africaine? Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui se pencher vers ces nouvelles alliances comme les BRICS? Ça, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez répondu par l'affirmative en ce qui concerne un rapprochement avec l'Union africaine, mais là je parle de l'alliance des États du Sahel. Faut-il s'en remettre à ces nouvelles alliances pour espérer un avenir où l'Afrique peut s'auto-protéger, s'auto-développer et puis tout simplement vivre en tant qu'acteur et non pas comme un jeu géostratégique? Bien sûr. Bien sûr, c'est-à-dire que là, comme je l'ai dit donc dans mon exposé, dans mes explications, l'AES doit être un exemple, a vocation à se développer et à s'étendre partout, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait une sécurité régionale. Là, on a le Sahel, mais il faudrait qu'il y ait la même chose en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, au nord et au sud. Hein. Et ces structures, on va dire, oui, sécuritaires hein, au départ, puisque c'est ce qui préoccupe aujourd'hui surtout les pays d'Afrique occidentale, enfin de l'Afrique de l'Ouest, peuvent être l'embryon, hein, du futur État fédéral, pourquoi pas. Cheikh Anta Diop et d'autres, Théophile Obenga et puis d'autres penseurs panafricanistes ont pensé bien avant l'État fédéral, mais on n'est pas quelque part, ce sont des grandes idées qui sont mises en place, que nous pouvons aujourd'hui les adapter par rapport à ce qui se passe réellement dans l'évolution de nos sociétés africaines et sur le plan sécuritaire. J'explique, c'est-à-dire l'AES, c'est l'exemple concret. C'est-à-dire que même si pour Cheikh Anta Diop, aujourd'hui nous par exemple, modestement notre organisation néo-panafricaniste de souveraineté, avec la conférence que nous aimerions même, mettre en place à Bamako, au Mali, j'espère incessamment sous peu, nous avons pensé à l'Afrique de demain, c'est-à-dire dans 10 ans, 20 ans, jusqu'à 50 ans, c'est-à-dire avec un État fédéral, c'est-à-dire d'abord des États régionaux, c'est-à-dire un État à l'ouest, des États régionaux donc à l'est, au nord, au sud et à l'ouest, et au fur et à mesure, on tend vers l'unité. Maintenant, si aujourd'hui l'AES ou comme une autre organisation naît parce que ce sont les circonstances historiques, les circonstances sécuritaires, etc., qui ont fait que les choses sont nées naturellement, par la nécessité justement d'existence et de sauvegarde de la sécurité et de la population, eh bien, ça peut être un début. Ça peut être un début. Quand on a vu la naissance de j'ai oublié le nom en fait. C'était pas l'AES,
La charte du Liptako Gourma? Non, pas la charte du Liptako Gourma, c'est quand il y a eu le rapprochement entre le Mali et le Burkina Faso au début. La fédération? La fédération, voilà. Quand on a vu la naissance de la fédération, tout de suite, nous avons vu déjà un petit embryon d'un État fédéral. C'est-à-dire, ça peut être ça, ça peut être l'AES, ça peut être demain, en Afrique de l'Est, nous, dans notre zone de l'océan Indien, que la France voudrait maintenant se diriger, enfin, elle y est déjà se diriger. Il pourrait très bien avoir une alliance entre la Tanzanie, Mozambique, Madagascar, Seychelles, les Comores, etc. et former donc une organisation sécuritaire. Et pourquoi pas? Nous, par exemple, les Comores sont très proches de la Tanzanie. Quand vous allez en Tanzanie, à Zanzibar, vous avez l'impression d'être à Moroni, hein. Tellement on a la même culture, les mêmes habits, etc. Voilà. Donc on parle Swahili, hein. Je signale que le Swahili c'est la langue la plus parlée en Afrique. Et donc tout ça pour vous dire, tout est possible, tout est possible. Et si l'AES peut être un début, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et je dirais même, ça serait bien que nous allions dans ce sens-là. En tout cas, nous organisations néo-panafricanistes, comme d'autres, hein, on n'est pas, voilà, on n'a pas le monopole du panafricanisme. Donc, on est plusieurs. Heureusement, on pense à ça. On pense à des structures vraiment complètement indépendantes, coupées de la logique et du paradigme occidental, etc., et qui s'autofinancent. Et c'est ce que l'AES fait en ce moment. Aujourd'hui, il faut une refonte. Donc là, vous m'aviez lancé une perche, mais je n'ai pas développé. Il faut bien évidemment une refonte de la CEDEAO. C'est une structure qui est manipulée par l'extérieur. L'Union africaine, c'est pas possible. Vous avez posé une question là, on peut pas. On peut pas dire que voilà, on va faire juste de la peinture, mais en fait dedans on change rien. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut tout changer. Il faut changer vraiment les personnes. Là, je vais être un peu radical. Il faut changer la direction, la structure de l'Union africaine. Il faut qu'elle soit à l'image. L'Union africaine devrait être à l'image donc des préoccupations du continent et des pays africains. Et les préoccupations principales, qu'on le sait maintenant, par exemple, dans le Sahel, c'est la sécurité. Et puis, c'est la souveraineté des États africains qui étaient anciennement colonisés par la France et qui sont encore sous domination. Et on peut aussi prendre des exemples des pays anglophones, anglophones qui sont très loin sur le plan économique. Hein. Et tout à l'heure, je parlais du transfert de technologie. Les pays comme l'Angola ou l'Afrique du Sud, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont développés, qui sont en avance en matière de développement, peuvent aussi inspirer, peuvent faire en sorte que justement ces organisations puissent mettre et justement et après je m'arrêterai là. Pourquoi ne pas justement, parce qu'on a été piégé par ce paradigme justement de différence à travers les langues. Hein? Vous savez, les colons ont réussi à nous diviser à travers les langues, c'est-à-dire on a les Africains francophones et les Africains anglophones. Vous voyez? Donc si déjà on peut casser ça, se dire voilà, nous sommes tous des Africains. Le Ghana, comme l'Afrique du Sud, comme tous les autres pays qui sont développés, qui ne sont pas dans le système français FA et France-africain, etc., peuvent aussi, de leur côté, être sollicités par l'UA et par des pays voilà, qui étaient colonisés par la France et qui sont encore sous domination de la France ou des pays européens. Voilà, ça peut aller aussi dans ce sens-là. Et nos États amis africains, anglophones, peuvent aussi, on peut très bien travailler en parfaite collaboration, en parfaite harmonie. Nous sommes tous africains, même si il y a ces langues-là qui nous ont été imposées, qui tendent à nous séparer, alors qu'en réalité, on est le même peuple. On peut faire en sorte que on casse cette barrière de la langue. Et là, c'est encore un autre sujet, parce que justement, dans notre pacte panafricaniste dont je parlais tout à l'heure, qui propose donc un État fédéral, il y a aussi le volet langue.
Hein, aujourd'hui, pour aller dans le sens d'une indépendance vraiment de l'Afrique et construire le paradigme de la tradition africaine, de l'histoire de l'Afrique, il faut aussi penser à la langue. Donc, penser à nos langues. Aujourd'hui, on a 2, 3 langues, et dont le Swahili, hein, une des langues qui est parlée par la plupart des pays africains. Pourquoi pas développer aussi dans ce sens-là, de façon à ce que nous parlions tous la même langue. Peut-être que nous allons nous retrouver et nous allons s'asséminer vers justement cette cassure imposée, cette différence imposée par les langues, etc. Merci, monsieur Hashimo Ali Saïd. Eh bien, on va certainement sortir par cette question. Peut-être c'est une colle, je ne sais pas. Est-ce qu'il ne faut pas attendre d'avoir des présidents panafricanistes à la tête des organisations africaines comme l'Union africaine ou encore la CEDEAO, pour ne pas citer la CEAC ou encore la CEMAC, pour voir de réelles décisions, non pas seulement politiques, s'opérer et être mises sur pied, mais des décisions réelles, comme peut-être les premières résolutions qu'on a pu constater aujourd'hui au lendemain des réunions de l'AES? Je vous réponds non. Il y a quelques, on va dire, il y a quelques mois en arrière, ou peut-être il y a 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, je ne sais plus, avant les coups d'État, si vous voulez, je vous aurais peut-être pas répondu comme ça, mais là je vous dis non tout de suite. On ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre parce que le Mali, le Burkina Faso, le Niger nous ont dit que c'était possible. Nous montrent en tout cas que c'est possible. On ne peut pas attendre. Malheureusement, personne n'aime faire des coups d'État illégaux, etc. Mais quand vous regardez, vous observez en fait, les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Eux, ils font pire, hein. Ils font pas de coup d'État, eux. Ils envoient l'armée, sans mandat de l'ONU, pour déstabiliser des pays, pour faire la guerre en Libye, etc. Voilà, pour changer des régimes dans leur intérêt. Pourquoi nous, on ne peut pas dire, bon voilà, ça ne marche pas chez nous, il faut changer de système. Les votes ne fonctionnent pas, donc la plupart des résultats sont falsifiés, d'accord? Donc les chefs d'État qui sont là veulent rester au pouvoir pendant très longtemps parce qu'il y a leurs propres intérêts avec les influences des pays extérieurs, etc. Donc, que faire, Madame Begoudé, que faire? Donc la réponse, elle est là. Non, on ne peut pas attendre. On a assez attendu, c'est pas possible. Il faut trouver des solutions. Et la solution, ce sont les peuples. Le Mali l'a montré. Les peuples sont soulevés, d'accord? Ils ont fait disparaître le régime de Ibrahim Boubacar Keïta et l'armée a suivi. D'accord? Voilà, il y a eu les 2 coups d'État parce qu'après ils sont aperçus que Bandao est allé raconter ce qu'il préparait donc à Paris. Mais il nous faut des Mali bis, des Burkina bis, etc. Je ne suis pas un partisan, je ne suis pas ni anarchiste, ni quelqu'un qui prend la révolution à tout prix et qui n'aime. Je ne suis pas quelqu'un qui prend, comment dirais-je, les coups d'État à tout prix, ou je n'invite pas les personnalités ou les personnes à commettre des actes illégaux. Je ne suis pas du tout dans cette voie-là. J'essaie d'expliquer que c'est une réalité, c'est une nécessité aujourd'hui qui s'est imposée dans nos pays africains. On ne peut pas faire autrement. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire pourquoi les Occidentaux peuvent se permettre à utiliser la force pour venir nous déstabiliser des pays africains, tuer des présidents, déstabiliser, etc., pour le propre intérêt. Pourquoi nous-mêmes, on devrait avoir peur de prendre des décisions pour changer notre situation? Si il fallait le faire. Donc le peuple malien l'a fait, le peuple burkinabé l'a fait, le peuple du Niger l'a fait. Et nous, on était là, on a soutenu parce que on sait ce qui se passe. Hein, parce que
c'est eux qui vivent la difficulté, la pauvreté, qui vivent des situations difficiles de domination et de violence si on a des dictateurs donc en place. Donc ils ont le droit de se soulever. Tous les peuples qui souffrent ont le droit de demander à ceux qui vivent décemment, comme la plupart des pays qui sont en paix ailleurs. Donc c'est normal. Donc aujourd'hui, je ne veux pas être taxé de celui qui prend la violence ou qui prend des coups d'État, etc. Que proposez-vous sinon cette voie-là? Alors, je vais être clair. Ce qui s'est passé, c'est que ce qui s'est passé au Burkina Faso, au Mali, il n'y a pas eu... Les présidents ont été chassés du pouvoir. Ils n'ont pas été emprisonnés, ou il y en a un qui est en prison, mais parce que les circonstances étaient différentes, mais il n'y a pas eu mort d'homme. Hein, ils n'ont pas été tués, d'accord, contrairement à ce que faisaient les Occidentaux quand ils faisaient des coups d'État et tuaient les présidents. Nous, on n'est pas dans ce paradigme-là. Enfin, nous, je veux dire, ceux qui ont fait les coups d'État ne sont pas dans ce paradigme-là. Deuxième chose, les choses étaient claires, c'est-à-dire, on prend le pouvoir, mais pas pour le pouvoir. Et c'est ce que les Occidentaux ont toujours essayé de faire croire au monde entier, qui ont fait, ah, ce sont des militaires, c'est pas des politiques, ils vont rester au pouvoir pendant des années, etc. Parce qu'ils ont peur que les contrats qu'ils ont signés ou qu'ils puissent pas continuer à pied comme avant. Ah, etc. Mais attendez, mais qui êtes-vous pour décider à ce que, voilà, certains pays ou certains peuples se soulèvent pour pouvoir améliorer leur situation et leurs conditions de vie même, leurs conditions de vie. Voilà. Et donc tout ça s'est passé comme ça. Alors, comment dirais-je, au Gabon, même s'il y a un gros point d'interrogation, il y a eu donc le comité des sages, et puis il y a eu des personnalités qui étaient candidats au départ, hein, et qui se sont désistés parce qu'il y a eu un mouvement qui a mis en place la politique de transition. C'est-à-dire, ça, je pense que c'est une solution qui est possible. C'est-à-dire, on met en place des transitions, des gouvernements de transition pour reformer le système de vote, reformer le système juridique de contrôle, etc., reformer l'État pendant X temps, et ensuite, si c'est là vraiment nécessaire, mettre en place des civils. Voilà. Parce que c'est pas parce qu'on va mettre des civils que tout va aller très bien. Hein. C'est juste que ce qu'on essaie de nous faire croire de l'extérieur, qu'il faut à tout prix un gouvernement civil. Non, non. De Gaulle a été président de la France, c'était un putschiste, il est resté au pouvoir pendant des années. Pourquoi on veut encore accepter, on accepterait toujours à ce qu'on nous impose cette image-là que, voilà, ce sont des militaires qui ne peuvent pas rester au pouvoir pendant X temps. Non. Si le Mali juge que c'est nécessaire pour son pays, Monsieur Assimi Goïta, le président du Mali, juge qu'il est nécessaire, et le docteur Choguel Koukala Maïga, le Premier ministre malien, juge, et bon, les colonels, de façon générale, les autorités maliennes, jugent qu'il est nécessaire de rester 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour vraiment bien reformer leur pays, c'est leur liberté. C'est un État souverain. Voilà, c'est un État souverain. Et pareil, le Burkina Faso, etc. Donc aujourd'hui, pour m'arrêter sur cette solution, je prône pas des actes illégaux, je dis qu'il y a lieu, dans les pays anciennement colonisés par la France, où il est plus possible d'organiser des votes sans qu'il y ait des fraudes. Là, il y a eu à Madagascar, par exemple, il y a l'ancien président qui a été reconduit, mais au mois de janvier, il y a des élections aux Comores. C'est-à-dire le président actuel de l'Union africaine est candidat donc à la présidence de son propre pays. Il y a d'autres candidats, mais il y a un grand problème aux Comores, c'est que l'opposition est contre ce vote. C'est-à-dire une grande majorité de l'opposition comorienne est contre ce vote-là parce que tout est verrouillé déjà. Et l'exemple, Azali Assoumani, qui est le président des Comores, a dit, voilà, il n'y a plus de contestation possible après les votes. C'est-à-dire que même si on constate qu'il y a eu des fraudes, ou il y a des irrégularités, ce ne sera pas possible de contester. Mais on va où là? Vous voyez déjà au départ? Donc, alors pour finir, donc l'idée, c'est de permettre à des transitions aux Comores, des transitions dans d'autres pays
où on s'achemine vers des élections présidentielles pour espérer, voilà, pour espérer changer les choses, Oui. sans qu'il y ait de la violence, sans qu'il y ait voilà, un président tué ou emprisonné, etc. Voilà, c'est possible. Voilà, donc la question, je vous réponds, c'est possible. C'est possible parce que ces trois pays l'ont démontré. Voilà. Merci, merci Monsieur Ali Hashimou Saïd. C'est d'ailleurs là que nous allons nous arrêter puisque le temps imparti à cette émission est arrivé à sa fin. Merci infiniment de nous avoir apporté de votre expertise dans le cadre de ce programme. Nous parlions donc de ces missions onusiennes sur le territoire africain, de la capacité de l'Union africaine à venir à bout de l'insécurité sur le territoire africain, mais également sur les moyens financiers qui pourraient être totalement épaulés par les États africains si jamais la volonté était mise également à contribution, ainsi que les décisions. Merci Ali Hashimou Saïd. Merci infiniment. Merci, au revoir. Au revoir à vous. Merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'ONS et puis porte-parole du C10Com. Merci infiniment. À très très bientôt. Merci également à ceux qui nous ont écoutés. Regardez à travers For You Media Africa sur Internet ou encore sur leurs petits écrans. Vous nous avez écoutés à travers la radio panafricaine et sur l'application. Restez en compagnie de nos programmes car l'information et les émissions se poursuivent sur nos différents médias. Au revoir à tous.